Les parcs nationaux et les forêts recèlent autant de secrets que les profondeurs de l'espace ou les fonds marins inexplorés. Des pentes brumeuses des Great Smoky Mountains au canyon désert de l'Idaho, du désert près de la zone 51 aux sentiers glacés de l'Alaska, des personnes disparaissent comme si elles avaient été rayées d'archi de la carte. D'étranges indices subsistent, un quad abandonné avec ses clés, un chien revenu sans son maître, un téléphone à mine M et des empreintes de pas qui ne mènent nulle part. Aucune lutte, pas de sang, juste l'impression que quelqu'un d'invisible déplace des pièces sur un échiquier. La mystérieuse disparition de Mike Heron dans les Great Smoky Mountains reste l'une des affaires non résolues qui soulèvent de nombreuses questions. Michael Edwin Heron, connu sous le nom de Mike, un habitant de Saint-Quentin de l'Est du Tennessee, a été vu pour la dernière fois le 23 août 2008, vers 11 h du matin, lorsqu'il était parti en quad dans la forêt dense près de son domicile, sur Bell Branch Road, dans le comté de Blount, au Tennessee. Cette route isolée, à une seule voie, borde le parc national des Great Smoky Mountains, ce qui rend la région éloignée et difficile d'accès. Malgré des recherches approfondies, le seul indice trouvé était le quad abandonné de Mike, dont les clés étaient massentées restées sur le contact, qui était en vitesse élevée et dont le commutateur d'urgence était désactivé. Aucune empreinte de pas, aucun morceau de vêtement, aucune tache de sang, ni aucun reste indiquant la présence de Mike n'ont été trouvés. Les autorités pensent qu'il s'est peut-être perdu ou qu'il a été kidnappé, tandis que sa famille soupçonne un acte criminel. Des années plus tard, le mystère de la disparition de Mike reste entier. Mike, qui mesurait environ 1,78 m et pesait environ 84 kg, portait un t-shirt rouge délavé, un short kaki et des sandales le jour de sa disparition. Il avait des traits distinctifs, une cicatrice de morsure de serpent sur la jambe, une cicatrice chirurgicale derrière le genou, un tatouage dans le bas du dos et plusieurs couronnes dentaires. Malgré une légère hypertension, Mike était en bonne forme physique. Originaire de l'Est du Tennessee, il était diplômé du lycée Lanier, où il jouait au football américain. Il a ensuite travaillé comme jardinier pour le service des parcs. Il a fondé l'entreprise de construction Mike Heron Builders, qui a connu un grand succès et où ses fils, Matt et Andy, travaillaient également. En 2007, l'entreprise a vendu la plupart de ses actifs, évitant ainsi les difficultés financières pendant la crise de 2008. Mike connaissait bien la région de Happy Valley, possédait une ferme de 100 acres avec du bétail et aimait faire de la spéléologie et de la randonnée dans le parc national des Great Smoky Mountains. Happy Valley est une petite communauté d'environ 500 habitants située dans une vallée étroite à la limite nord-ouest du parc. Le parc national des Great Smoky Mountains, qui s'étend sur 522,419 acres, englobe les Blue Ridge Mountains et chevauche la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Fondé en 1934 et officiellement ouvert en 1940, il attire environ 12,5 millions de visiteurs par an, ce qui en fait le parc national le plus populaire des États-Unis. Le sentier des Appalaches, qui relie la Géorgie et le Maine, le traverse. Le matin du 23 août 2008, Mike a appelé son fils Andy vers 9h30 pour lui dire qu'il quittait son appartement à Maryville pour aller chercher une tondeuse à gazon et une remorque afin de tondre la pelouse de la propriété de Happy Valley. Il a également laissé un message vocal à Matt avec les mêmes informations. Mike se rendait souvent dans sa ferme et prévoyait de tondre la pelouse d'une propriété voisine appartenant à des missionnaires. Andy, qui n'était pas à la maison,
a suggéré à son père d'aller chercher la tondeuse lui-même, car il habitait à une demi-heure de route. Plus tard, Andy a vu Mike sur Gateway Road avec une remorque en direction de Bell Branch Road. Vers 11 heures, un voisin a vu Mike tomber dans l'allée alors qu'il transportait du matériel. Et une demi-heure plus tard, il l'a vu sur un quad, lui faisant signe de la main en passant. Le dimanche 24 août, la mère de Mike, Alma, s'est inquiétée de ne pas pouvoir le joindre et en a informé Matt et Andy. Ils ont vérifié la maison de Mike et ont trouvé son camion avec une tondeuse et une remorque. Mais Mike lui-même était introuvable. Le lundi 25 août, inquiets de ne pas avoir de nouvelles, ses fils ont commencé à le rechercher. Tout semblait normal dans l'appartement de Mike à Maryville, mais à la ferme, ils ont remarqué que son camion était dégaré à un endroit inhabituel, que les fenêtres étaient ouvertes, que les portes n'étaient pas verrouillées et que ses clés, ses papiers d'identité et son argent se trouvaient toujours à l'intérieur. Le nouveau quad de Mike avait disparu, ce qui a fait soupçonner un accident. Le même jour, Matt et Andy ont signalé la disparition au 911 et une recherche impliquant le bureau du shérif du comté de Blount a commencé peu après. La pluie a entravé les efforts des chercheurs et la recherche a donc été reportée au lendemain matin. Le mardi 26 août, vers midi, un ami de la famille a trouvé le quad de Mike à 1 kilomètre de son domicile, près de Happy Valley Loop, à côté d'une cabane abandonnée. Le quad était abandonné dans des broussailles épaisses, le contact était mis et le bouton d'urgence était désactivé, ce qui était inhabituel pour Mike. Malgré la participation de plus de 50 bénévoles, d'hélicoptères, de chiens et de drones, aucune trace de Mike n'a été trouvée. La pluie a entravé les recherches, et même les chiens spécialisés dans la recherche de cadavres n'ont rien trouvé. Les recherches officielles ont été interrompues le 29 août 2008, mais en janvier 2009, des vêtements et des os n'appartenant pas à Mike ont été retrouvés. La famille a organisé une marche annuelle en l'honneur de Mike et a offert une récompense de 15 000 $, mais aucune piste n'a été trouvée. Les fils de Mike excluent d'Allon la possibilité qu'il ait pu partir volontairement, soulignant son amour pour sa famille et l'absence de dépression ou d'ennemis. Les théories vont de l'accident au crime lié à la drogue, mais aucune n'a été confirmée. La disparition de Mike Heron reste un mystère, rappelant de manière poignante l'importance de la prudence dans la nature sauvage. Toujours signaler son itinéraire, emporter suffisamment de provisions et éviter les zones dangereuses. La disparition de Todd Hoflander et de sa fidèle chienne Ruby dans la nature sauvage de l'Idaho est une histoire qui a commencé comme une perte tragique et qui, 10 ans plus tard, s'est transformée en mystère. L'affaire est pleine de contradictions et de questions sans réponse, ce qui suscite des spéculations sur ce qui s'est réellement passé dans cette nature sauvage désolée. À la fin de l'été 2010, Todd Hoflander, 39 ans, accompagné de son ami Jeff et de leur labrador noir, Ruby, est parti en randonnée dans la région sauvage de Seven Devils, dans l'Idaho. Leur objectif était de repérer les lieux avant la saison de chasse aux cerfs. Au cours de la randonnée, le 27 septembre, Todd s'est blessé au genou, ce qui l'a contraint, lui et Jeff, à se séparer. Todd et Ruby se sont dirigés vers la cabane McGaffrey par un itinéraire plus facile, tandis que Jeff a continué vers la Snake River. Ils ont convenu que Jeff reviendrait chercher Todd en bateau. Malheureusement, lorsque Jeff et son père, Steve, sont arrivés à la cabane, Todd n'était pas là. Malgré des recherches immédiates, ils n'ont pas réussi à le retrouver et, à la tombée de la nuit, ils ont été contraints de repartir. Le lendemain, le 28 septembre, ils ont contacté le bureau du shérif, qui a immédiatement lancé une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle.
les relais recherche, qui ont mobilisé des hélicoptères, des patrouilles à pied avec des chevaux et des mules, ainsi que des équipes cynophiles, se sont poursuivis pendant 18 jours. Le terrain accidenté, avec ses pentes raides, ses falaises et sa végétation dense, a considérablement compliqué l'opération. Malgré tous les efforts déployés, aucune trace de Todd n'a été trouvée. Le 6 octobre, un homme nommé Tom Lindsay a contacté le bureau du shérif et, à l'aide d'une baguette de sourcier, a affirmé que Todd se trouvait près de Barnard Creek. Selon lui, Todd était vivant et devait se trouver dans le premier ravin à droite du ruisseau. Malheureusement, cette information n'a pas été prise au sérieux. Le 15 octobre, quelque chose d'étonnant s'est produit. Un groupe de touristes est tombé par hasard sur un labrador noir. Le chien n'avait ni collier ni sac à dos, mais se comportait comme s'il répondait au nom de Todd et Ruby. Il est rapidement devenu évident qu'il s'agissait bien de Ruby, vivante et en bonne santé. Les tentatives pour l'utiliser afin de retrouver Todd ont échoué. Au cours de l'enquête, la police a interrogé Jeff. Son récit a été corroboré par des photos prises lors de leur randonnée, mais il a échoué au test du polygraphe, ce qui a éveillé les soupçons. Au cours de l'interrogatoire, Jeff a également déclaré que Todd avait avec lui le revolver Magnum .44 de son défunt père. Peu après, le père de Jeff, Steve, a interrompu l'interrogatoire et Jeff alla quitter le poste de police. Julie, la femme de Todd, a déclaré que les relations entre Todd, Jeff et Steve étaient tendues et qu'elle trouvait parfois Jeff bizarre. Elle a également mentionné que Jeff était cruel avec son chien, ce qui donnait une mauvaise image de lui. De plus, Julie a engagé un détective médium qui a suggéré que Todd avait été accidentellement abattu et enterré ailleurs, mais cette version n'a pas non plus été confirmée. Près de 10 ans se sont écoulés avant qu'un nouveau rebondissement ne survienne dans l'affaire. Le 27 avril 2020, un chasseur a découvert des restes humains, un sac à dos et un appareil photo dans la région de Barnard Creek. Le site de la découverte se trouvait à environ 60 mètres du sentier sur lequel Todd était censé marcher. Parmi les objets détrouvés figurait un sac à dos et d'autres articles que la femme de Todd a confirmé lui appartenir. Seuls des restes squelettiques partiels ont été retrouvés. En raison de la végétation dense, l'endroit où les restes ont été trouvés était difficile à repérer depuis les airs. Il convient de noter qu'il n'y avait aucune trace d'animaux sur les vêtements, ce qui a permis d'écarter la possibilité d'une attaque animale. Cependant, le revolver et les bottes de Todd n'ont jamais été retrouvés. Malgré la confirmation de l'identité de Todd grâce à l'analyse ADN, la cause officielle du décès n'a jamais été déterminée. Cette affaire reste l'un des mystères les plus inexplicables. Pourquoi Todd a-t-il été retrouvé si loin du sentier? Que s'est-il passé au niveau de son genou pour qu'il s'éloigne autant? Pourquoi n'a-t-il pas répondu aux appels des équipes de recherche? Il est particulièrement intriguant que son chien Ruby ait été retrouvé vivant et en bonne santé dans une zone qui semblait avoir été fouillée de fond en comble. Il est également déroutant que Jeff ait échoué au test du polygraphe et que son comportement, tel que décrit par Julie, soit si déroutant. Il est intéressant de noter que les prédictions du sourcier Tom Lindsay se sont révélées plus précises que les informations fournies par le médium. Il a indiqué Barnard Creek, où les restes ont finalement été retrouvés. Cela ajoute encore plus de mystère à l'histoire. Qu'est-il arrivé au revolver et aux bottes de Todd? Cela suggère un possible crime. Cependant, l'absence d'autres preuves nous laisse avec plus de questions que de réponses. Comme beaucoup d'autres cas de personnes disparues, l'histoire de Todd Offlander reste non résolue. Situé au cœur des Appalaches, le parc national des Great Smoky Mountains est non seulement le parc national le plus visité des États-Unis, mais aussi le théâtre de l'une des histoires
les plus mystérieuses et tragiques du pays. Au sein de son immense étendue se trouve Cades Cove, une vallée pittoresque mais mystérieuse qui a été le théâtre de la disparition de Dennis Martin, âgé de 6 ans. Pour la famille Martin de Knoxville, dans le Tennessee, le week-end annuel de la fête des pères était une tradition chère à leur cœur. Ils le passaient à Cades Cove, où ils aimaient donc faire de la randonnée et observer la faune. En juin 1969, la tradition s'est poursuivie lorsque William Martin, son père Clyde et ses 2 fils, Douglas, 9 ans, et Dennis, 6 ans, ont entrepris une randonnée de 20 km. C'était la première randonnée de Dennis avec son père, et le garçon suivait joyeusement le rythme des adultes. Le 14 juin, après avoir rencontré des amis de la famille à Spencefield, les enfants ont décidé de faire une surprise aux adultes. Ils ont convenu de se séparer et de les surprendre en arrivant par des directions différentes. Dennis, qui portait un t-shirt rouge vif, est parti seul. Son père, William, a vu son fils partir, mais lorsque les enfants sont revenus quelques minutes plus tard, Dennis n'était pas parmi eux. La famille se mit immédiatement à la recherche de Dennis, mais leurs appels restèrent sans réponse. Lorsqu'il devint évident que le garçon avait disparu, son grand-père Clyde partit pour une longue randonnée afin de rejoindre le poste de garde forestier le plus proche et signaler la disparition. Lorsqu'il arriva à 20h30, 4h30 s'étaient écoulées depuis la disparition de Dennis et une autre complication venait s'ajouter à l'opération de recherche. Une violente tempête avait commencé. Le parc national des Great Smoky Mountains ne disposait pas d'un plan clair pour les opérations de recherche et de sauvetage à grande échelle. Cela a conduit à une recherche chaotique et non coordonnée, impliquant plus de 1400 bénévoles, dont des scouts et des équipes de secours des États voisins. Le manque de coordination et le nombre considérable de personnes impliquées ont probablement rendu inutiles tous les indices potentiels. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, de nombreuses théories et hypothèses ont émergé, notamment celles de médiums et de personnes prétendant avoir des pouvoirs surnaturels. Un médium a affirmé que Dennis était tombé dans une pente raide, tandis qu'un autre a suggéré de le chercher dans les arbres. Toutes ces théories se sont avérées être des impasses. Le FBI s'est impliqué. L'agent Jim Wright a enquêté sur la possibilité d'un enlèvement. Cependant, il n'a trouvé aucune preuve de l'existence d'ennemis ou d'individus suspects liés à la famille. Cependant, la famille Le Martin a remarqué un homme non identifié, M. Cooper, qui agissait de manière suspecte dans la zone de recherche. Plus étrange encore, une femme se présentant comme médium a contacté la mère de Dennis pour la mettre en garde contre cet homme, ce qui a fait naître des soupçons quant à une éventuelle collaboration entre eux. Parmi les autres preuves figurait un rapport d'Harold Kay, qui avait entendu un cri de détresse et vu un homme suspect se frayer un chemin à travers les bois à environ 11 km du lieu de la disparition. Cependant, les autorités ont considéré que ces événements n'étaient pas liés en raison de la grande distance qui les séparait. Malgré d'énormes efforts et la participation de centaines de personnes, les recherches ont été officiellement suspendues après 2 semaines. La famille Martin, qui ne perdait pas espoir, a offert une récompense de 5 000 $ pour toute information pouvant mener au retour de leur fils. Malheureusement, le 11 septembre 1970, les recherches ont été officiellement abandonnées. La disparition de Dennis Martin reste l'un des mystères les plus célèbres et les plus insolubles de l'histoire des parcs nationaux américains. L'absence d'indices définitifs a donné lieu à une multitude de théories, notamment la mort par des animaux sauvages, l'hypothermie ou même l'enlèvement. En 1985, des chasseurs de ginseng ont découvert des restes qui semblaient appartenir à un jeune garçon.
Cependant, craignant d'être arrêtés, ils ne l'ont pas signalé immédiatement. Lorsqu'ils ont finalement appelé la police près de 2 décennies plus tard, les recherches n'ont rien donné. La tragédie de Dennis Martin a entraîné des changements importants dans les procédures de recherche et de sauvetage du service des parcs nationaux, qui ont finalement permis de sauver de nombreuses autres vies. Cependant, pour la famille Bulmartin, ces réformes sont arrivées trop tard et leur fils n'a jamais été retrouvé. En octobre 2014, Kenny Veach a publié un commentaire sur YouTube qui a déclenché ce mystère. Il affirmait avoir découvert une grotte inhabituelle en forme de M près de la base aérienne de Nellis. En s'en approchant, il a senti tout son corps trembler et a été submergé par un sentiment inexplicable de terreur. Cette expérience l'a tellement intrigué qu'il a promis de revenir explorer la grotte. Kenny a enregistré une vidéo dans laquelle il détaillait ses plans. « Je cherche la grotte que j'ai trouvée, mais la dernière fois que je suis venu ici, je n'avais pas d'armes et quelque chose dans cette grotte m'a effrayé. De toutes les grottes dans lesquelles je suis allé, celle-ci m'a fait trembler. Plus je m'en approchais, plus mon corps tremblait. Et je me suis dit, bon, je n'y vais pas maintenant, mais un jour, je reviendrai. » Kenny a souligné que la grotte est située dans un terrain accidenté, sans route ni sentier. Il avait prévu de s'armer d'une lampe torche et d'un pistolet afin de pouvoir cette fois-ci entrer à l'intérieur et percer son mystère. Le 10 novembre 2014, Kenny était parti pour sa dernière expédition. Comme il ne revenait pas, une opération de recherche a été lancée. Le 22 novembre, son téléphone portable a été retrouvé près du puits de mine, abandonné M. Mais Kenny lui-même était introuvable. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, l'affaire a été suspendue, laissant derrière elle de nombreuses questions sans réponse et théories. Parmi les principales théories concernant sa disparition, on trouve une chute accidentelle. Il aurait pu tomber dans l'un des nombreux puits de mine ou souffrir des conditions difficiles du désert, températures extrêmes, déshydratation ou désorientation. Certains pensent qu'il aurait pu rencontrer des individus dangereux, tels que des trafiquants de drogue ou des contrebandiers. Peut-être Kenny avait-il décidé de commencer une nouvelle vie, en laissant tout derrière lui. D'autres pensent que des phénomènes paranormaux pourraient être en cause. Cette théorie est alimentée par le fait que Kenny cherchait une grotte dans la vallée des ovnis, non loin de la célèbre zone 51 et de la base aérienne de Nellis. Les amateurs de phénomènes paranormaux pensent qu'on dit que la grotte M pourrait être liée à des événements inexpliqués qui ont conduit à sa disparition. L'histoire tragique de Kenny Veach nous rappelle de manière saisissante les dangers que peut receler la nature sauvage. Sa vidéo YouTube est toujours visionnée par des personnes en quête de réponses. La mystérieuse grotte M reste introuvable et la disparition de Kenny Veach continue de hanter l'esprit de ceux qui pensent qu'il s'agit de bien plus qu'un simple accident. Le mont Marathon, en Alaska, est célèbre pour sa course annuelle qui a lieu le 4 juillet. Cette course éprouvante de 5 km comporte une montée et une descente raides, avec un dénivelé positif d'environ 900 mètres. Le parcours est semé d'embûches et les participants doivent affronter un terrain difficile. Créée en 1915, cette course est devenue une tradition emblématique pour les habitants de la région et attire les amateurs de sports extrêmes du monde entier. Chaque année, des centaines de coureurs se rendent à Seward pour tester leurs forces et conquérir le sommet. Cependant, au fil des ans, la course a été marquée par des blessures, des accidents et même des issues tragiques. Le 4 juillet 2012, Michael Paul Lemaître, 65 ans,
a décidé de participer à cette compétition légendaire. Il était un mari, un père et un grand-père aimant, ainsi qu'un coureur passionné. Personne n'aurait pu imaginer que cette course serait sa dernière. Ce jour-là, le maître a disparu sans laisser de traces, laissant sa famille et ses amis désespérés, à la recherche de réponses. Michael n'était pas un athlète professionnel, mais sa passion pour la course à pied et son désir de relever le défi du Mount Marathon étaient un des sans égal. Malgré les risques, il était déterminé à terminer le parcours. Il a été vu pour la dernière fois près du sommet, où il était à la traîne par rapport aux autres coureurs. Même s'il ne pouvait pas rivaliser en vitesse avec les participants plus jeunes, sa persévérance forçait le respect. Lorsque le maître n'est pas revenu, après avoir terminé la course, ses proches ont donné l'alerte. Des équipes RUM de recherche ont rapidement été organisées et envoyées pour ratisser la montagne dans l'espoir de trouver des traces de lui. Voici un extrait d'un reportage réel diffusé dans l'émission télévisée Alaska Police. Nous avons été appelés pour une opération de recherche et de sauvetage. Un homme de 66 ans qui avait gravi le sommet est porté disparu. Il a trop été vu pour la dernière fois vers 18 h et il est maintenant 21 h 30. Il participait à la course pour la première fois. L'hélicoptère était prêt à décoller et un observateur a été envoyé avec lui. Il a été vu pour la dernière fois près du sommet, à côté de 2 falaises où l'agitateur atteint 90 mètres. Le terrain y est dangereux. Le temps presse. Dans 1 heure, la température descendra à 4 degrés Celsius. Il nous reste environ 40 minutes de lumière du jour. Nous allons bientôt commencer l'évacuation. Il est trop risqué de rester là-bas. Le mont Marathon attire souvent des débutants qui sous-estiment sa difficulté, ce qui s'avère être une erreur fatale pour certains. La police a envoyé David Laurin, un sauveteur expérimenté, sur les pentes. Je ne connais pas très bien cette montagne, mais si une opération de sauvetage est nécessaire, c'est moi qui dois agir, a-t-il déclaré. Le sentier qui semblait praticable le matin s'était transformé en un torrent déchaîné le soir venu, où un faux pas pouvait entraîner une chute d'une hauteur comparable à celle d'un immeuble de 30 étages. Le sentier est glissant, les rochers sont mouillés, les gens se précipitent, glissent, et, en un instant, tout se termine par une chute dans l'abîme, a expliqué Lorraine. Dans les climats froids et très humides, l'hypothermie s'installe rapidement, surtout si une personne est démouillée. Soudain, la police a entendu une femme appeler à l'aide depuis la forêt. « Vous me voyez? J'arrive! Restez où vous êtes !» a crié le sauveteur. La femme blessée portait un pantalon de jogging déchiré, tremblait de froid et était complètement mouillée. Elias a été évacué avec succès, mais aucune trace de le maître n'a été trouvée. Les sauveteurs ont trouvé un morceau de tissu, mais n'ont pas pu confirmer s'il appartenait à Michael. À la tombée de la nuit, les recherches au sol ont été suspendues, mais l'espoir demeurait. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique a poursuivi les recherches. S'il était là, nous le trouverons. Il ressortira comme un phare, ont déclaré les sauveteurs. Cependant, la nuit et le jour suivant n'ont donné aucun résultat. Plus de 72 heures se sont écoulées. J'ai probablement dormi environ 10 heures pendant cette période. Cela vous incite à reconsidérer ce qui est vraiment important dans la vie. Nous n'avons que le présent, a déclaré l'un des sauveteurs. Les équipes de recherche, comprenant des hélicoptères, des chiens et des bénévoles, ont ratissé la montagne et ses environs. Elles ont vérifié tous les sentiers et sont même allées au-delà, mais n'ont trouvé aucune trace de le maître. Les recherches ont été intensives. Les autorités, les bénévoles et la famille ont uni leurs forces, mais en vain. Finalement, les recherches officielles ont été interrompues, mais la famille de Michael n'a pas abandonné. Elle allait continuer à chercher des réponses. Au fil des ans, des passionnés sont retournés sur la montagne dans l'espoir de trouver quelque chose. Certains ont affirmé avoir trouvé des objets
qui aurait pu appartenir à Lemaître. Mais aucune preuve n'est jamais venue étayer cette affirmation. La disparition de Michael n'a pas seulement été une tragédie personnelle, mais aussi une raison de revoir les mesures de sécurité de la course. À la suite de cet incident, les organisateurs ont mis en place des systèmes de communication améliorés et ont exigé que les participants portent des traceurs pour surveiller leur position. Des points de contrôle, avec des délais, ont également été mis en place afin que personne ne passe inaperçu. Ces mesures visent à empêcher que des tragédies similaires ne se reproduisent. Le mystère de la disparition de Michael Paul Lemaître reste entier. Certains pensent qu'il est dire peut-être mort à cause des conditions difficiles ou d'une rencontre avec un animal sauvage. D'autres, en revanche, pensent qu'il s'est simplement perdu. Il n'existe toujours aucune preuve concrète. L'histoire de Lemaître a captivé l'attention du public et la persévérance de sa famille dans sa quête de la vérité est véritablement touchante. Leur combat rend hommage à leur amour pour Michael et à leur désir de trouver la paix. Gail Stewart a disparu vers 10 heures du matin lorsque son fils, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'elle, a demandé de l'aide à ses amis. L'un d'eux, suivant son intuition, s'est rendu sur un sentier de randonnée dans les montagnes Cochlin, près de Reno. La région est très prisée des randonneurs locaux en raison de ses nombreux sentiers de terre. Pourtant, Gail a été retrouvée dans un endroit inhabituel, sur une pente raide où les randonneurs s'aventurent rarement. La présence de cette femme de 64 ans sur cette corniche dangereuse reste un mystère. On pense qu'elle aurait pu faire une chute et, dans une tentative pour se sauver, se serait agrippée à un arbre à proximité. Dans un incroyable rebondissement, un petit groupe d'amis et de proches l'a retrouvée à 120 mètres du sentier. Une équipe de secours composée de 28 personnes est arrivée sur les lieux vers 21h15 et a réussi à évacuer Gail en moins d'une demi-heure. Au moment de son sauvetage, elle était inconsciente, souffrait d'hypothermie, avait perdu une chaussure et présentait de graves blessures aux jambes. Le chef des pompiers, Reno Seth Williams, a qualifié ce sauvetage de miracle. Selon lui, l'ami de son fils a décidé de vérifier la pente, soupçonnant que Gail avait pu y tomber. C'est alors qu'ils ont entendu son faible cri « Au secours », les derniers mots qu'elle a de la prononcer avant de perdre connaissance. Notre service traite environ 50 000 appels par an et ce cas sort du lot, a déclaré M. Williams. Je suis arrivé sur les lieux avec ma famille et des bénévoles. Gail était portée disparue depuis 12 heures. L'endroit où elle s'était retrouvée était inhabituel, une pente raide comparable à une piste de ski extrême. Nous avons fait appel à l'équipe de secours de la ville. Les photos prises sur les lieux montrent plus de 20 pompiers. Gail, accrochée à un arbre, était dans un état critique. Les couvertures fournies par les témoins n'ont pas aidé. Elle avait presque cessé de trembler, ce qui indiquait une hypothermie sévère. Les ambulanciers et les équipes d'urgence lui ont prodigué les premiers soins. Malgré ses blessures et la perte d'une chaussure, elle a survécu. L'ami de mon fils s'est rendu sur cette pente sans raison particulière, l'a appelé et a entendu une réponse. C'était très risqué, a ajouté M. Williams. Le sauvetage a duré un peu plus de 30 minutes et Gail a été transportée à l'hôpital où elle s'est complètement rétablie. Cependant, l'histoire a pris une tournure encore plus étrange. Exactement un mois plus tard, le 14 mars, Gail a de nouveau disparu. Cette fois, elle avait été vue dans un parking près du pont Bypass, situé près du barrage Hoover, à 756 km de Reno. Selon les responsables du parc, elle était partie se promener pour prendre des photos. Mais Gail n'est pas revenue à sa voiture. Contrairement à la première fois, elle n'a pas été retrouvée avant plusieurs heures.
Ce jour-là, elle portait un t-shirt noir à manches longues, un legging noir et des chaussures noires, mais elle n'avait ni téléphone ni pièce d'identité sur elle. Gail est-on décrite comme une femme mesurant 167 cm et pesant environ 56 kg. 2 disparitions en si peu de temps ont suscité l'inquiétude de sa famille, de ses amis et des autorités. Le service des parcs nationaux a mis en place une ligne téléphonique pour recueillir des informations. Les recherches se poursuivent, mais on n'a toujours aucune nouvelle de Gail. Son premier sauvetage était considéré comme un miracle, et ses proches espèrent une issue similaire. L'histoire de Gail Stewart a captivé l'attention du public par son caractère mystérieux. 2 disparitions en un mois, des circonstances étranges et un manque d'indices laissent plus de questions que de réponses. Cette affaire nous rappelle l'importance d'être vigilant lors de randonnées, en particulier dans des régions isolées. Alors que les recherches se poursuivent, la famille de Gail garde l'espoir qu'elle sera retrouvée vivante et saine et sauve. Et voilà, ces histoires nous rappellent que même les endroits les plus familiers peuvent receler des mystères mortels. Des gens partent dans les montagnes, les déserts et les forêts et ne reviennent jamais. Il ne reste que des fragments de preuves et des questions éternelles sans réponse. Si vous avez aimé, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires laquelle de ces histoires vous a le plus terrifié. D'autres mystères et disparitions vous attendent, ne les manquez pas.